Merci. Bonjour, merci, puis bienvenue, puis on apprécie beaucoup votre participation à notre projet. Bonjour, ça me fait plaisir. Pour moi, c'était un privilège de travailler auprès des réfugiés vietnamiens, laotiens et cambodgiens. Donc, je suis très contente de pouvoir participer à votre programme. Merci beaucoup. Alors, je commence par vous demander votre nom, s'il vous plaît. Mon nom? Oui. Lucille Horner. Bonjour. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous parler de vos souvenirs des guerres dans l'Asie du Sud-Est? Mon Dieu, c'est un peu comme tout le monde. J'ai appris ça par les nouvelles. Hein. Je veux dire, ce que je me souviens surtout, c'est que les pauvres Vietnamiens, là, ils ont eu la guerre avec les Français. Après ça, c'est plus avec les Américains. Et je parle des Vietnamiens du Sud, surtout, là, qui... Et je me rappelle quand les Vietnamiens du Nord sont entrés dans le Parlement, au Parlement vietnamien, dans le terrain, là, et c'était terrible, c'était la grande débandade. Tous les Vietnamiens voulaient partir. Ils allaient vers les bateaux ou les hélicoptères américains ou les avions américains. Ils voulaient absolument partir, fuir le régime communiste auquel ils devraient être soumis. Donc, c'est le souvenir que j'ai, parce qu'on était loin, nous, hein, de toutes les guerres. Alors, le souvenir que j'ai, c'est les souvenirs que j'ai vus à la télé, comme tout le monde, et les reportages nous disant les grandes souffrances de ces gens-là, qui avaient suivi des guerres pendant des années et des années. Ce n'était pas une première guerre, c'était depuis longtemps, longtemps. Donc, c'était vraiment... Ce qu'ils voulaient, c'était de partir le plus rapidement possible pour essayer de vivre d'une façon normale. D'accord. Alors maintenant, je vais vous poser des questions au sujet de votre carrière. Alors, en quelle année avez-vous débuté votre carrière au ministère de l'Immigration du Québec? Moi, je travaillais pour l'Immigration du Québec en tant que conseillère à l'immigration. J'ai commencé en 1976. Okay. Et puis, à un moment donné, vous avez travaillé spécifiquement avec les réfugiés de l'Asie. J'ai été nommée au début à Milan, et quand j'étais à Milan, on commençait à faire des missions, parce que là, on commençait, le programme fédéral avait débuté pour faire la sélection des réfugiés, et le Québec s'est joint au fédéral, et j'avais un programme très intéressant et très généreux aussi, parce que beaucoup de Québécois avaient signé des parrainages, et ils s'engageaient pendant une année à recevoir les Vietnamiens et à les aider à s'installer pendant une année. Donc, moi, on avait commencé à ce moment-là à faire les entrevues de sélection dans les camps. On a commencé à trouver un petit peu partout, sur la côte malaise, sur la côte thaïlandaise ou indonésienne. Donc, de 1979 à 80, j'ai été nommée à Singapour et je faisais donc les entrevues dans ces camps-là. Après ça, comme vous le savez peut-être, tous ces camps-là sur les côtes ont été fermés au profit d'une centralisation. Donc, et la Malaisie et l'Indonésie avaient chacun décidé que leur camp serait dans une île. Donc, pour la Malaisie, c'était Pulau Bidong, ou l'île de Bidong, et pour l'Indonésie, c'était Pulau Galang, donc l'île de Galang. Donc, à la suite de ça, nous allions dans ces deux endroits où étaient centralisés les réfugiés, parce que dès qu'ils arrivaient, ou sur la côte malaise ou sur la côte indonésienne, on les dirigeait vers ces deux camps-là. Donc, ça, c'est quand j'étais à Singapour. Alors, une semaine, j'allais à Bidong, je me joignais à l'équipe canadienne. Eux, ils étaient 3 ou 4, parce que bien sûr, ils représentaient plusieurs provinces. Et je me joignais à eux pour aller une semaine à Pulau Bidong, et l'autre semaine, j'allais à Pulau Galang pour faire les entrevues pour les réfugiés qui étaient destinés au Québec. Ceux qui étaient destinés au Québec, souvent, c'était les réfugiés qui voulaient venir parce que
ils connaissaient la langue française ou encore parce qu'ils avaient des parrainages par nos groupes de parrains. Et quand j'étais à Bangkok, alors, ah oui, parce que là, on a fermé Singapour. Je suis arrivée à Singapour en 79, on l'a fermé en 80. Et en 80, on m'a nommée à Bangkok, d'où je faisais le travail que je faisais à partir de Singapour, plus des camps de réfugiés des Cambodgiens et des Laotiens qui commençaient à arriver en bordure en frontière de la Thaïlande et du Cambodge à l'est. Et donc, c'était le camp de Khao Yai où je suis allée une seule fois. Et ensuite, on allait dans les camps du nord à Nong Khai, Ban Vinai, Napo, qui étaient des camps de Laotiens. Et un petit peu comme ça s'est passé en Malaisie et en Indonésie, on n'a pas fermé les camps, mais on nous demandait de faire les entrevues à partir du camp Transit, qui était à Panatnikom. Panatnikom était à 2 heures de route de Bangkok. Donc, pour nous, c'était plus facile. Et on faisait la liste et les autorités nous envoyaient par transport les réfugiés qu'on voulait interviewer. Alors ça, c'était le travail 70. J'étais à Bangkok de 80 à 84 et je suis revenue plus tard. Le travail était un peu différent, de 89 à 93. Okay. C'était le travail que j'ai fait auprès des réfugiés indo-chinois à ce moment-là. J'assume aussi, pendant votre expérience avec les réfugiés, que vous avez travaillé avec le Haut Commissariat des Nations Unies et puis avec d'autres partenaires, d'autres pays, par exemple? On travaillait, bien sûr, on travaillait en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. S'il y avait des problèmes, par exemple, moi, je me suis beaucoup occupée des enfants mineurs non accompagnés. Et à ce moment-là, on avait une relation très proche avec le Haut Commissariat. J'avais une relation aussi pour d'autres quand il y avait des dossiers plus difficiles, on avait une relation. C'est sûr que le Québec n'avait pas une relation officielle, puisque c'était le Canada qui avait cette relation-là, mais on lui permettait quand même cet échange intéressant. Et j'ai fait des échanges très intéressants avec ces gens-là, des gens aussi de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Et tellement que, encore maintenant, j'ai fait des amis parmi ces gens-là, et encore maintenant, on se revoit. Ah, okay. Oui. Donc, oui, on a eu une très bonne relation. Le Québec était très apprécié par son programme très généreux, et le HCR l'appréciait particulièrement. Bon, notre programme était à l'intérieur de celui du Canada, mais il était très, très élaboré. Okay. Est-ce que vous avez côtoyé des gens qui représentaient d'autres pays, par exemple, la France, l'Allemagne? Oui, parce que une fois qu'un réfugié était accepté par un pays, il ne pouvait pas demander d'aller ailleurs. Par exemple, si la France avait accepté quelqu'un et que la personne demandait d'aller au Canada ou d'aller ailleurs ou au Québec, ce n'était pas permis. Mais à l'occasion, on avait des échanges. Mais c'était plutôt sur le plan social qu'on se rencontrait. Parce qu'il y avait de temps en temps, à Singapour ou à Bangkok, il y avait des petites invitations comme ça. Et on se rencontrait pour les fêtes nationales, par exemple. On se rencontrait, on discutait bien sûr du travail auprès des réfugiés. Et j'ai plutôt travaillé avec les représentants, le représentant surtout de la France, quand il y a eu à un moment donné des gens qui voulaient venir au Québec plutôt que d'aller en France parce qu'ils avaient des parents ou des choses comme ça. C'est à peu près la relation qu'on avait avec les autres pays. Puis pendant votre expérience avec les réfugiés, est-ce que vous pouvez penser à des réussites intéressantes que vous auriez eues à leur offrir des services? Est-ce qu'il y a eu des obstacles à laquelle vous avez fait face? Ah, des difficultés? Oui. Bon, la première difficulté, c'est que je ne connaissais pas tellement la culture asiatique. Je ne connaissais pas la langue. Alors, on devait avoir recours à un ou une interprète. Et lorsque je faisais des entrevues, il y a des fois où j'étais un peu perdue parce que je sentais qu'on ne répondait pas aux questions que je posais. Et je me suis rendu compte à un moment donné que mon interprète avait de graves problèmes parce qu'elle vivait avec ces gens-là. Et souvent, on lui demandait, ou à l'occasion peut-être, on lui demandait
de répondre pour eux aux questions que je posais pour que je puisse les accepter. Donc, pour elle, c'était un peu compliqué. On avait un très bon échange et elle a voulu toujours être... Ils ont toujours, mes interprètes voulu être honnêtes. Donc, avec le temps, j'ai appris à les connaître davantage et à savoir comment il faut agir. Ça, c'était un obstacle. L'autre difficulté que j'avais, mais une grande difficulté personnelle pour moi, c'était de dire non. Hein? Parce que nous, on était là pour accepter les réfugiés. Mais il y a des fois où il fallait dire non. C'était plutôt rare parce qu'on acceptait d'une façon générale. Mais je peux vous dire que la première fois que j'ai dit non, j'ai mal dormi cette nuit-là. Je me disais, qui suis-je, moi, pour prendre des décisions comme ça? Et là, je me suis dit, est-ce que je reste ou je pars? Si je suis plus capable sur le plan émotif, c'est pas possible. Alors là, je me suis dit, bon, c'est pas toi qui refuses au fond. Hein? Tu appliques la loi et les gens que tu interviews doivent correspondre aux critères qui sont exigés par le Québec. Si ces gens-là ne correspondent pas aux critères, tu ne peux pas les accepter. Donc, j'avais comme mes balises. Et c'est ça qui m'a donné, disons, confiance pour dire, bon, je peux encore continuer. Et ça me donne... C'est là où j'ai pris mon équilibre. Mais ça, je trouvais ça... De dire non, je trouvais ça difficile. On avait une très belle relation, une excellente relation toujours avec les agents d'immigration, parce qu'il faut dire qu'on travaillait en collaboration. Nous, on donnait le certificat de sélection du Québec pour dire que ces gens-là doivent venir au Québec et le Canada devait les accepter parce qu'il y a une entente entre les deux pays, entre le Canada, un lapsus, entre le Canada et le Québec, qui fait que nous acceptons, le Québec accepte et le Canada, lui, donne le visa pour que les gens puissent entrer au pays. Alors, il peut refuser le visa pour deux raisons. S'il y a des raisons médicales et s'il y a des raisons aussi de sécurité. Autrement, il donne... Donc, on avait une excellente collaboration. D'ailleurs, on voyageait de Singapour dans les camps, dans des conditions difficiles, des fois, là, par bateau. Et toujours, c'était une excellente collaboration. Mais, il est arrivé un moment où les priorités n'étaient plus les mêmes. C'est sûr, quand il n'y avait que les réfugiés vietnamiens, nos priorités aux deux ministères fédéral et provincial, il n'y avait aucun problème. On allait de l'avant avec ça. Mais il y était un moment où, quand les Cambodgiens sont arrivés davantage et qu'il fallait les interviewer, le fédéral n'était pas tout à fait d'accord. Eux, ils avaient comme principe que les vrais réfugiés étaient des Vietnamiens parce qu'ils étaient loin de chez eux, ils ne pouvaient pas retourner. Tandis que les Cambodgiens, bien, avec le temps, pourraient retourner chez eux puisque la Thaïlande et le Cambodge, c'était pas très loin. Mais à l'époque, le ministre de l'Immigration du Québec, M. Jacques Couture, était allé à la frontière thaïlandaise cambodgienne et avait vu la grande misère des Cambodgiens, leurs difficultés de vie, les souffrances qu'ils avaient, et pour lui, c'était la priorité. Alors, son programme était vraiment dirigé vers les Cambodgiens, et le budget aussi. Ce n'était pas le cas du fédéral. Alors, des fois, c'était plus difficile parce qu'on n'avait pas toutes les priorités qu'il fallait. Donc là, ça a été difficile, mais quand le fédéral, peu de temps après, a décidé aussi de prendre beaucoup de Cambodgiens, ça s'est réglé. Mais je dois dire qu'à ce moment-là, pour moi, c'était une difficulté assez grande. L'autre difficulté, ben, c'est la mousson. Ça a l'air de rien, hein, mais la mousson. Habituellement, quand on allait, par exemple, en Malaisie, on prenait un petit avion qui nous amenait à Kuala Terengganu, qui est un petit village où c'était notre pied à terre. Et de là, chaque matin, nous prenions un petit bateau léger pour aller jusqu'à Pulo Bidong. Et ça nous prenait 45 minutes, 60 minutes. Mais à la mousson, on ne pouvait pas prendre ce bateau léger. Il fallait louer un bateau de pêche, de pêcheurs. Et là, c'était un plus gros bateau. Et pour aller de Terengganu à Bidong, bien là, c'était 2h30, 3h, sur une mer déchaînée. Donc, alors, à ce moment-là, il fallait qu'on couche au camp de réfugiés. Alors, dormir dans un camp de réfugiés, je peux vous dire que ce n'est pas un hôtel. Donc, et moi, j'avais peur des rats. Alors, dans la journée, on ne les voyait pas, les rats, parce qu'il y a trop de mouvement.
Mais la nuit, avec le calme, alors on les entendait et j'ai une peur irraisonnée. Alors, c'est pour vous dire, les difficultés que j'avais sont résumées dans ce que je viens de vous dire là. Mais c'était pas grave, mais c'était quand même des difficultés du quotidien. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y avait des facteurs qui influençaient votre décision d'accepter des réfugiés ou non? Par exemple, si les réfugiés connaissaient la langue française, s'ils avaient des connaissances au niveau du travail qui pourrait se faire au Québec, par exemple, etc. Non, on était loin de tout ça. Ah, okay. Non, le premier critère, au début, comme on avait beaucoup de parrainage, hein, les gens étaient vraiment généreux, on avait beaucoup de parrainage, ça se faisait par l'entremise des paroisses. Au tout début, il y avait un critère. On avait devant nous ou une personne ou plusieurs personnes, des fois les familles étaient nombreuses. Le seul critère, c'était au bout d'une année, quand ils auront plus l'aide de leurs parrains, est-ce qu'ils vont pouvoir se débrouiller? Ça, c'était le grand critère. Mais quand vous arriviez devant une famille de 4, 5, 6 enfants, vous aviez des grands garçons des fois, des grandes filles, etc. Là, vous vous disiez, le père qui avait l'air débrouillard. Même s'ils n'avaient pas la langue, on se rendait compte que ces gens-là, ils voulaient. Ils avaient été courageux, ils voulaient. Ils étaient décidés. On pouvait sentir ça. Donc, c'était le critère au départ. Après, avec le temps, comme il y avait des réfugiés qui étaient arrivés là-bas, là, ils donnaient des références aux parrains pour pouvoir faire venir des gens de leur famille. Alors là, les critères du Québec changeaient. Et là, c'était des fois, on disait, bon, ben, si c'est votre papa, votre maman est là, c'est sûr qu'on vous accepte tout de suite. Après ça, bien, quand ces gens-là étaient déjà partis, c'était, bon, peut-être que c'est votre oncle, votre tante qui est là. Il y avait des critères comme ça avec le lien de parenté qui se faisait au fur et à mesure. Tellement que de temps en temps, puis je les comprends, hein, parce que quand on est là et qu'on veut partir, on fait n'importe quoi pour partir. Alors, il y avait des gens qui avaient appris qu'on prenait les oncles, les tantes. Mais peut-être qu'un mois après, on ne les prenait plus, c'était autre chose. Donc, ils arrivaient à dire, moi, j'ai mon oncle et ma tante. Ah, mais là, c'était trop loin parce qu'on ne les prenait plus, on prenait une parenté plus proche, vous comprenez? Donc c'était les critères qu'on avait. On était loin de faire, de leur dire qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, arriver là-bas ou qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est sûr qu'on leur demandait qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail, mais ce n'était pas le critère principal. Le critère principal, c'est si vous allez pouvoir vous débrouiller éventuellement, on vous accepte. Et c'est évident que ceux qui avaient la langue française voulaient, c'est eux-mêmes qui demandaient de venir au Québec, c'était plus facile pour eux. Ils étaient moins nombreux, mais quand même ceux-là demandaient pour venir au Québec, c'est certain. Puis quand ils avaient des parents, ils étaient tout heureux. S'il y avait un frère ou une sœur, ils étaient tout heureux de venir, de demander de venir au Québec. Oui. D'accord. Puisque vous avez visité plusieurs camps de réfugiés dans votre carrière, pouvez-vous décrire comment c'était dans les camps de réfugiés? Bien, les premiers camps de réfugiés que j'ai faits étaient en Thaïlande et sur les côtes malaises et indonésiennes. Là, c'est les arrivées. Hein? Donc, c'était très rudimentaire comme maison. C'était surtout des bâches qu'on voyait partout. Et même où on faisait les entrevues, c'était... On avait une table de pique-nique avec des bancs de pique-nique. Et je me rappelle un endroit en particulier, dans un camp, je ne me rappelle plus, je pense que c'était sur la rive thaïlandaise. On était près d'un four crématoire. Vous savez, une grande cheminée, juste à côté. Et alors, de temps en temps, ils venaient brûler leurs morts là, pendant qu'on faisait les entrevues. Il y avait l'odeur, il y avait... Puis le contact avec la mort, quand tous ces gens-là, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps en mer, ils voulaient vivre. Alors là, ça faisait étrange. Et une fois, il y avait un enfant qui a été incinéré, là, et il y avait des choses comme ça qui se passaient, qui n'étaient pas habituelles. Et je me rappelle qu'une fois, en Malaisie, les autorités, il y avait un bateau qui venait d'arriver près du camp où on était, et les autorités voulaient les retourner en mer.
Et là, il y avait le représentant du HCR, le représentant du Malais, le représentant du Canada, au bord de la route, qui ont discuté avec le représentant de la Malaisie pour lui dire, bien, écoutez, le HCR a dit, nous, on va faire notre possible pour faire en sorte que ces gens-là ne restent pas longtemps dans le camp et soient réinstallés ailleurs. Alors là, le représentant du Canada avait promis qu'on en prendrait le plus possible. Et avec cette rencontre qu'on a eue au bord de la route, hein, ça a duré une demi-heure ou quoi, on a pu sauver un bateau. Là, ils ont dit, OK, ils peuvent revenir. Avec le temps, ça s'est arrangé, tout ça. Il y a eu des refoulements, mais il y a eu des arrangements qui ont été faits ensuite avec les pays, parce que les pays étaient généreux et acceptaient. Donc, les autorités malaises, indonésiennes et thaïlandaises ont accepté de prendre les réfugiés, de ne plus les refouler en mer. Ça, c'est les premiers souvenirs que je peux avoir de ces camps-là. Mais avec le temps, on a vu que les camps étaient mieux organisés. Quand les réfugiés arrivaient, il y avait une élection, il y avait comme une mairie, il y avait des responsables. C'était autre chose. Et aussi les bâtiments. On a fait des efforts de faire des solages en ciment. Les gens pouvaient dormir non plus sur la terre battue, mais il y a eu, avec les années, on voyait l'amélioration qu'il y avait dans les camps de réfugiés. Oui. D'accord. L'autre question que je voulais vous poser, c'était quoi vos premières impressions des Cambodgiens, des Laotiens, des Vietnamiens quand vous avez commencé à travailler avec eux? Ça fait longtemps, ça. Mes premières impressions, c'était que j'étais très loin de ces gens-là, leur mentalité, leur façon de penser, leur façon d'être. Je me sentais loin et malheureusement, je ne me sentais pas assez près. J'aurais aimé connaître davantage. Les dernières années, oui, j'étais plus... j'ai appris à les connaître, à les aimer, à voir comment ces gens-là, surtout si on parle en tant que réfugiés, quelle que soit leur nationalité, étaient courageux, étaient décidés. Ils avaient un esprit de collaboration incroyable. Ils s'entraidaient mutuellement, ils organisaient des fêtes. Ceux qui étaient plus éduqués, disons, ou qui avaient plus d'expérience dans la vie, aidaient les autres facilement. C'était vraiment... oui. C'est là que j'ai appris à les connaître davantage. Et c'est ça, je ne les connaissais pas très bien. C'était ça mon impression. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient courageux. Puis, quand vous avez fait des entrevues avec les Cambodgiens, les Laotiens, les Vietnamiens qui auraient pu venir au Canada, est-ce qu'eux exprimaient des préoccupations au sujet de des décisions qu'elles devaient prendre? Je n'ai pas compris votre question. Est-ce qu'ils... Durant le déroulement des entrevues que vous avez faites avec les Cambodgiens, les Vietnamiens, est-ce que ces gens-là exprimaient des préoccupations au sujet de... Vous savez, dans le genre d'entrevue qu'on faisait, c'était pas ça qui était important. Okay. Ce qui était important, il faut se rappeler que si on parle des Vietnamiens, par exemple, hein, ils ont quitté leur pays. C'est un déchirement. C'est une tristesse énorme, dans des conditions épouvantables. Des fois, ils étaient séparés de leur famille. Des fois, le papa venait avec les enfants, la maman peut monter dans le bateau. C'était un grand déchirement. Après, ils étaient sur des bateaux, mais des rafiaux, des bateaux d'insécurité incroyable. Alors, tout le temps qu'ils étaient en mer, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à bon port? Après ça, vous voyez tous les sentiments qui se mêlent. Après ça, ils arrivent dans un camp de réfugiés. C'est le paradis. Mais le paradis, au bout de quelque temps, non. On survit dans un camp de réfugiés. On ne va pas à l'école, ou à peu près pas. On ne peut pas faire une éducation complète. On ne peut pas travailler complètement. On ne peut pas s'épanouir comme tout être humain a le droit de le faire. Donc, qu'est-ce qui arrivait? C'est que le grand espoir, grand espoir, c'était d'être appelé par un des pays, c'était ou la France, ou les États-Unis, ou l'Australie, ou le Canada. Alors, la grande attente, c'était le jour où ils étaient pour être appelés pour une entrevue. Mais quand c'était l'entrevue,
nous, on ne connaissait pas leurs préoccupations. C'était pas du tout là. C'était, est-ce que vous allez... La préoccupation, c'était, allez-vous m'accepter? Pour le travail que je faisais, c'était surtout ça que je pouvais constater. Mais il n'y avait pas de plainte ou de sentiment de gens. Là. C'était, acceptez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Est-ce que vous aviez l'impression que les réfugiés étaient préparés pour leur départ de leur pays pour venir au Canada, par exemple, dans d'autres pays? Non, parce qu'ils ne savaient même pas où c'était. Quand on parlait du Québec, Canada peut-être, grand pays, on en parlait parce que c'était plus grand. Mais Québec, on ne savait pas ce que c'était. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je trouvais que je n'avais pas beaucoup de compensation. Parce qu'une fois que j'avais accepté le réfugié ou les réfugiés, je ne les voyais plus. Hein? Mais pour les aider à comprendre davantage ce qu'était l'endroit où ils allaient, le ministère a ouvert une école du Québec au sein du camp de Panatnicum, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, à chaque jour, tous les gens qu'on acceptait devaient s'enregistrer à l'école. Et à chaque jour, ils avaient des cours de français. Ils avaient des cours d'initiation à la vie québécoise. On avait un directeur ou une directrice selon le cas chaque fois. On n'avait pas plus de représentants du Québec. Mais ils se faisaient aider par les réfugiés qui parlaient français. Alors, ils les aidaient à donner les cours et ils faisaient de grands efforts pour aider aussi à faire connaître le Québec. Comme par exemple, j'ai vu ils avaient fait des billets des billets d'autobus ou de métro en grand format pour montrer comment c'était, ou la carte de la RAMQ, vous voyez un peu. Alors, quand on allait à l'École du Québec, moi, j'y allais pas souvent, mais quand j'y allais, c'est sûr que on avait l'impression d'entrer au Québec et l'intérêt des étudiants était vraiment extraordinaire. Là où j'ai pu avoir la chance de participer un peu puis de connaître davantage les réfugiés, c'était quand il y avait des fêtes. Une fête vietnamienne, il y avait moins de Vietnamiens au camp, mais il y en avait quand même un peu avec le temps. Après ça, les fêtes cambodgiennes et laotiennes, on nous invitait. Et on a célébré aussi, à chaque année, la Saint-Jean-Baptiste, vous voyez. Alors, la fête nationale du Québec, la Saint-Jean, était célébrée là. Alors là, on nous invitait, on faisait à manger, il y avait les danses, on se mêlait à eux. Ça, c'était aussi extraordinaire. Et je me rappelle d'une visite qu'a faite la ministre de l'Immigration de l'époque, Mme Gagnon-Tremblay. Et l'émotion était à son comble quand elle a été reçue par les enfants d'abord, puis par les adultes, qui lui ont chanté la fameuse chanson de notre poète Gilles Vigneault, Gens du pays, avec les mots adaptés. « Mon cher ministre, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. » Ça, c'était fantastique. Là, la ministre pleurait et tout le monde était, vous voyez, un peu. C'était à son comble. Alors, l'École du Québec a fait beaucoup. J'étais un peu jalouse de la directrice ou des directeurs qui eux, avaient des contacts fréquents avec les réfugiés, tandis que moi, j'avais le contact uniquement au moment de l'entrevue. Alors, on n'avait pas beaucoup de consolation après. D'accord. Intéressant. Est-ce qu'il y a des occasions où on vous invite à parler de vos expériences, de votre carrière? Non, ça n'a pas été tellement... Non. Parce que moi, après être allée en poste en Asie, j'ai été en poste en Europe, en Belgique après. Et après, j'ai fait des missions un peu partout dans le monde. Donc, j'étais plus dans ce monde-là. Mais je peux dire qu'au tout début, quand je suis revenue à Montréal, de temps en temps, j'ai rencontré des gens qui me disaient « Oh, madame, c'est vous qui m'avez interviewé dans tel camp. » Et j'ai travaillé avec des collègues qui se sont rendus compte à un moment donné, ben c'est toi qui m'as interviewé. Pas tellement, mais au moins un ou deux. Mais autrement, non. Non. Mais je garde un souvenir extraordinaire de ces moments-là qui m'ont vraiment enrichi, hein, parce que j'ai appris tellement de choses belles. Et est-ce que je peux vous raconter un fait qui m'a vraiment marqué et duquel je garde un souvenir profond?
un Noël que j'ai passé au camp de Galang. Alors, avec le représentant du HCR, on avait décidé qu'on verrait les enfants mineurs non accompagnés. C'était Noël. On voulait faire la fête pour les enfants. Et dans le camp c'était en Galang, dans ce camp-là, les enfants mineurs étaient regroupés dans chaque secteur. Alors, ils nous attendaient avec impatience. On arrivait, puis il y avait la messe de minuit. Alors, on arrivait chez eux après la messe de minuit. Et la grande surprise, c'est qu'on avait un Père Noël. Mais il fallait voir le Père Noël. Le Père Noël, c'était un petit Vietnamien tout mince, qui s'était fait une barbe avec de la ouate, qui avait mis un chandail rouge avec des pantalons rouges, la ceinture. Et en Asie, un vieillard, c'est quelqu'un qui est penché, qui a de la difficulté à marcher. Alors, il avait un bâton, et il marchait difficilement. C'était le Père Noël. Il ne ressemblait pas beaucoup à notre bon vieux gros Père Noël, mais il était extraordinaire. Il avait un sac à son dos, et dans ce sac, il avait des cadeaux. La représentante du HCR lui avait remis pour chaque enfant, écoutez-moi bien, c'était le cadeau de Noël, une brosse à dents, la pâte dentifrice et un savon, le savon de toilette. Et moi, j'avais obtenu du cuisinier de l'hôtel où j'étais des pains d'épices en forme de Père Noël. C'était le cadeau de luxe. Donc, j'ai vécu là un Noël extraordinaire. D'ailleurs, le Père Noël, en distribuant lui-même, était ravi de pouvoir aider ces enfants-là. Il fallait voir l'étincelle, la lumière dans les yeux de ces enfants-là qui recevaient ce cadeau-là, mais j'ai jamais vu. Alors, c'était vraiment là, c'était le summum disons, de la récompense. Et les autres récompenses que j'ai eu des récompenses en faisant ce travail-là aussi. Par exemple, j'ai appris à mieux connaître les gens de ce continent. Et je me suis fait des amis avec les gens que j'ai rencontrés là-bas. Donc, il y avait beaucoup de compensation. Et je dois dire que chaque fois que je pouvais donner un certificat de sélection à un ou des réfugiés, j'étais récompensée. J'avais l'impression de participer à un acte humanitaire très grand. Donc, ça a été vraiment un privilège pour moi. Autant il y a eu des efforts à faire, autant il y a eu des récompenses, je dois dire. Ouais. D'accord. Je voudrais quand même vous demander, si un collège ou une école secondaire ou un cégep vous approchait pour vous dire, on serait tellement intéressé que vous veniez parler à nos étudiants, parler de votre carrière, parler des gens que vous avez rencontrés, etc. Qu'est-ce que vous voudriez exprimer, penser à ce moment-là? Mais je pense que c'est un privilège. Hein? Le travail que je ne sais pas si j'allais pas dans une école secondaire. Le travail que j'ai fait, c'est un travail exceptionnel. Tout le monde n'a pas été appelé à faire ça, d'accord? Donc, puis l'occasion qui nous avait été donnée, c'était la venue des réfugiés. Et moi, j'ai eu le privilège qu'on me demande de faire le travail dans ce milieu-là. Répondre aux étudiants, je serais un peu en peine parce que je pense que maintenant, ils ne pourraient plus faire ce travail-là, je ne sais plus. Ça ne se présenterait plus de la même façon. Alors maintenant, comment ça se présente? Les conseillers à l'immigration n'ont plus le même travail maintenant. Il y en a moins. On choisit plus on fait plus la sélection des immigrants d'une façon générale. On fait plus cette sélection-là de la même manière. Donc, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le travail que j'ai fait, il y a eu une très grande motivation. Par exemple, nous, les entrevues qu'on fait, c'était normalement, habituellement, c'est pour les travailleurs, les travailleurs et les travailleurs qualifiés et les gens d'affaires. Si vous dites non à un travailleur qualifié, un gens d'affaires, de n'importe quel pays que ce soit, bon, peut-être qu'il est déçu parce qu'il voulait venir au Québec, mais il ne répond pas aux critères, on doit le refuser. Ben, ça, ma foi, c'est pas... il en retourne chez lui. Mais quand refuser comme je disais tout à l'heure, refuser un réfugié, ça a une toute autre allure, vous voyez. Alors, le travail qu'on a fait était vraiment... J'étais privilégiée. Je trouve que j'étais très privilégiée de pouvoir faire ça. Et je suis très reconnaissante d'avoir pu vivre ces aventures-là, je ne sais pas si maintenant on les ferait de la même façon. Je serais très en peine
d'aller faire une conférence ou d'aller dire aux gens qu'est-ce qu'eux pourraient faire dans ce sens-là. C'est sûr qu'ils peuvent toujours trouver un champ pour faire un travail humanitaire, ça c'est autre chose. Mais sur le plan de travail, c'est plus... Alors, parlez-moi là, de comment est-ce que la préparation se faisait pour que les réfugiés arrivent au Canada. Le travail qu'on faisait, Ouais. bon, sur le terrain, c'était les entrevues de sélection, mais ce n'était pas tout. Comme je vous disais, on passait la semaine dans le camp. La fin de semaine, au début, c'était à Singapour, après, c'était à Bangkok. Mais quand j'arrivais à Singapour, à ce moment-là, je devais finaliser les dossiers. Je devais communiquer avec mon bureau de Montréal pour voir des choses à régler. Je devais faire le rapport de la mission et je devais préparer aussi la liste ou la compléter, la liste des entrevues des personnes qu'on devait voir par la suite. Donc, c'était un travail très long, très astucieux et c'était très souvent, même le vendredi soir, je travaillais et c'était très souvent, les fins de semaine, on les passait au bureau justement pour préparer une semaine à l'autre. Et à Singapour en particulier, parce que c'était à l'époque où il y avait beaucoup de réfugiés. Donc, à cette époque-là, on pouvait aller au bureau de l'immigration du Canada, plutôt. On pouvait aller travailler à ce bureau-là, et à 11 heures le soir, 10 heures le soir, vous aviez encore des gens qui y travaillaient. Donc, c'était vraiment extraordinaire, le dévouement de tout le personnel. Et ce dévouement-là, on ne le retrouve pas naturellement dans tous les bureaux. C'était spécialement parce qu'on avait ce contact avec les réfugiés. On avait l'impression de vraiment participer à une action humanitaire importante. Donc, c'était très important de souligner ça, je pense. Et vous aviez parlé de l'importance. Le Canada a envoyé un avion. Ah oui. Okay. Oui, on avait un rythme de sélection à faire, un rythme de travail à faire, parce que après la sélection, pour moi, c'était terminé, donner le certificat de sélection. Le fédéral devait faire son enquête sur la sécurité et aussi faire passer les examens médicaux. C'est un travail. Donc, après, quand tout était fini, quand tout était fait, que les visas étaient prêts, les gens prenaient l'avion pour aller se rétablir au Canada. Mais ce n'était pas Singapour qui décidait, on fait venir un avion tel jour parce qu'on sera prêt, tous les réfugiés qui doivent y monter seront prêts. C'était Ottawa, ou le gouvernement du Canada, l'immigration canadienne, qui décidait tel jour, l'avion arrivera et ça devrait être prêt. Alors vous imaginez, nous, il fallait qu'on fasse le travail pour que ce soit prêt et ça demandait une pression assez extraordinaire parce qu'il fallait que ce soit prêt. Et chaque fois, ça a été fait. C'est pour ça qu'on travaillait à des heures incroyables, mais les gens ne regardaient pas leurs heures. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que les réfugiés partent le plus rapidement possible. Et j'ai une petite anecdote à vous donner. Un de mes collègues s'occupait de remplir l'avion. C'est lui qui faisait la liste des gens qui devaient partir et il partait c'était par ordre de priorité. Les premiers arrivés partaient. Mais souvent, il y avait des gens qui ne pouvaient pas partir parce qu'ils avaient la tuberculose. À cette époque-là, le Canada refusait les gens qui avaient la tuberculose et les traitait sur place. Et je me souviens qu'il y avait une famille de 5 ou 7 personnes qui ne pouvaient pas partir. Et à la dernière minute, Rod Fields, c'était l'agent fédéral qui s'occupait de les placer, a appris que la famille pouvait partir, comme ça, dans la dernière minute. Il s'est rendu très tard au bureau. Il a changé la liste du nombre de personnes sans perdre la priorité des autres pour faire partir la famille. Vous voyez un petit peu l'intérêt qu'avaient les gens d'aider les réfugiés jusqu'à la dernière minute. Ils voulaient que ce soit juste. Maintenant, la famille était restée trop longtemps dans le camp. Il fallait les faire partir. Il y a aussi une autre anecdote que je peux vous raconter de Don Cameron, qui était aussi un agent d'immigration, qui, lui, avait interviewé 2 jeunes filles qui avaient été violées 9 fois sur le bateau. Hein? Quand on parle des dangers qu'il y avait sur les bateaux, il y avait des viols aussi, il y avait des séparations de famille.
Donc, elles avaient été violées 9 fois. Et on s'était arrangé ensemble pour le faire partir le plus rapidement possible. Alors, vous savez, les examens médicaux puis tout ça, là, ça avait été très vite. On dit, il faut qu'ils partent. Elles ne restent pas dans le camp, ces gens-là. Elles ne restent pas dans le camp. Il y a eu comme ça des relations, des liens qui ont été très forts avec ces gens-là parce qu'on a pu travailler en collaboration et, voyez, de faire des choses intéressantes ensemble. C'est vraiment l'acte humanitaire, vraiment au plus profond, je pense. D'accord.